Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. C'est un rendez-vous particulièrement excitant ce soir. Nous allons voyager. Alors l'emploi, on en parle en France, évidemment. Ça fait partie de notre quotidien. Mais dites-moi, nous partageons un marché, celui de l'Union européenne. Et que disent nos voisins? Et puis, d'une manière générale, que disent ceux, que font, que vivent ceux qui sont nos voisins, mais qui ne sont pas dans le marché de l'Union européenne? En ce sens, nous allons avoir plusieurs exemples et décliner avec Monsieur Emploi, Jérôme Laverny, directeur général du réseau national des missions emploi, ces différents thèmes. Bonsoir, cher Jérôme. Avant de présenter nos invités qui viennent d'un peu partout de l'Europe, les thèmes déjà que nous allons décliner. Bonsoir Frédéric. Alors c'est vrai que dans les dernières semaines, on a parlé, non évidemment emploi, mais on en a parlé dans un contexte un petit peu spécial, consistant à, si ce n'est tirer des bilans, mais en tout cas venir en écho aux projections qui étaient faites, notamment dans les programmes électoraux. Donc il a été question de tout un tas de thèmes qu'on va rappeler aujourd'hui et soumettre à l'établi de notre vaste horizon européen. Parce que c'est un topoi aussi, un lieu commun de nos hommes politiques d'aller se référer à un moment donné, quand ils n'ont plus rien à dire, à un modèle allemand, danois, etc. Enfin bref, et à essayer de souvent faire... les Scandinaves et les Allemands ont bonne presse dans ce domaine. C'est ça, c'est ça. On verra que pas forcément un juste titre aujourd'hui, parce qu'on va aller beaucoup dans le sud, en Espagne, en Italie, et puis dans le sud du nord, c'est-à-dire en Suisse, simplement donc pour voir un petit peu, s'agissant des thèmes qu'on a abordés dans le cadre notamment de ces programmes électoraux, mais aussi de l'actualité. On a parlé la semaine dernière de télétravail. Alors qu'est-ce qu'il en est du télétravail en Suisse, en Espagne, en Italie, du sens du travail, des besoins de recrutement s'y accru en France et auxquels certaines entreprises ne parviennent à satisfaire pour assurer leur activité, aux salaires, aux vacances, aux différences, aux possibilités d'évolution, peut-être éclairer aussi les auditeurs de Sud Radio sur la possibilité, parce que les trois pays qui sont représentés là ce soir, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou la Suisse, ça donne envie d'y vivre aussi. Donc, est-ce qu'il est possible d'y travailler? Bien évidemment, bien évidemment. Donc, pas de circonvolution, pas d'envolée lyrique, pas de considération théorique, ni même macroéconomique, mais simplement à l'établi encore une fois de choses complètement pratico-pratiques. Voyons si l'herbe est plus verte en Espagne, en Italie et en Suisse. En Italie, avec Elisabetta Marigliano, mais qui vit en France, alors en plus à un poste qui fait rêver, celui de responsable de la communication, des ressources humaines et des relations publiques de Disneyland Paris. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comment dit-on bonsoir en italien? Buonasera. Buonasera. Buenas tardes, buenas noches, señora Silvia Basels Moros, directrice générale de Synergie España. Bonsoir. Bonsoir, un plaisir d'être entre vous. Merci, es un placer también. Alors j'ai appris un peu l'espagnol à l'école. Alors pour nos amis suisses, Xavier Perrin, DRH Ascor SA, filiale du Crédit Agricole et Capgemini en Suisse. Alors vous me faites pas le coup comme on a souvent fait en Suisse, quand j'essaye de parler français, on me dit non, on parle allemand ou anglais. Non, vous êtes bien francophone. Ou italien, attention. Oui, et j'ai peur de vous décevoir sur l'accent, puisque j'ai des origines françaises, donc voilà. Mais je vais essayer de faire un effort pour allonger un petit peu mes phrases. Ah, l'accent. Bonsoir et merci de l'accueil. L'accent de la Romandie, peut-être, un peu, c'est sympa comme ça. on va commencer peut-être par Silvia Basels Moros. Aujourd'hui, en Espagne, alors je donnais tout à l'heure en préambule de cette émission les chiffres de l'Union européenne. Plus mauvais élève, la Grèce, 13,3% de taux de chômage. Espagne, en deuxième position de ses plus mauvais élèves, 12,7%. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de l'emploi en Espagne? Est-ce que ce pays, votre pays, vit une situation difficile? C'est vrai que de plus en plus, c'est plus difficile de trouver certains profils ici à l'Espagne, mais si on fait une comparaison avec le reste des pays de l'Europe, nous sommes mieux. Il y a quelques profils qui sont difficiles de recruter, mais pas comme le reste d'autres pays que j'écoute souvent mes
colère qu'ils ont de difficultés pour faire le recrutement de profils de plusieurs secteurs. Bon, j'aimerais préciser votre question, Frédéric, à Silva Balcells. Aujourd'hui, en France, un des baromètres du fait qu'il y a de grosses difficultés de recrutement, c'est précisément votre succès en fait, le succès de Synergie et autres acteurs de l'emploi comme on les appelle ici, parce qu'en fait un certain nombre d'entreprises en désespoir de cause, quelle que soit leur pratique historique ou pas, eh bien recourent à des acteurs de l'emploi, recourent à l'intérim parce qu'elles y voient la possibilité d'assurer plus rapidement et plus efficacement leur recrutement. Flexibilité et efficacité surtout dans l'interface entre demandeurs d'emploi et entreprises. Est-ce que c'est le cas en Espagne? Est-ce que vous, Synergie España, vous êtes sollicité par de plus en plus d'entreprises car précisément elles voient en vous une plus grande efficacité, une plus grande rapidité pour trouver des profils? Oui, bien sûr, parce que c'est notre métier. Notre métier, c'est précisément de recruter de différents profils, de différents secteurs. Et je peux dire aussi que maintenant, comme il y a des difficultés dans des autres pays, ils viennent à l'Espagne nous demander de recruter des profils, par exemple pour la France, pour la Suisse, pour la Belgique, des autres pays. Alors bien sûr, c'est notre métier, alors c'est ce qu'on sait faire. Elisabeth Marigliano, donc vous êtes installée en France, vous êtes italienne. L'Italie aujourd'hui, est-ce qu'elle a un fonctionnement totalement différent de celui de la France par rapport à l'emploi ? Totalement différent, je ne pense pas. On a les mêmes difficultés qu'on retrouve ici en France. Notamment, on le sait, le pays comme la France est un pays qui vit du tourisme. Donc forcément, on a du mal à recruter dans certains métiers comme l'hôtellerie, pour ne pas parler des métiers de la restauration. Donc je pense qu'à ce niveau, on a les mêmes difficultés qu'on retrouve en France. L'Italie essaye quand même de faire des efforts. Alors on sait que le pays il a beaucoup souffert avec la crise sanitaire, comme d'ailleurs la plupart des pays européens. Mais vous avez cité tout à l'heure donc des pays qui ont un taux de chômage assez élevé. Vous avez parlé de la Grèce, de l'Espagne, mais à la troisième position, on retrouve l'Italie aussi. Tout de suite après ces deux pays, donc on a un taux de chômage qui est aux alentours de 8%, donc qui reste encore élevé, pour ne pas parler du taux de chômage des femmes et des seniors. Donc à ces niveaux, je pense que l'Italie effectivement devrait faire des efforts. Je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en France, notamment pour les seniors, pour les jeunes bien évidemment, parce qu'on essaye toujours de donner de la possibilité. En Italie, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Néanmoins, je pense que vous nous en avez parlé, c'est un pays dans lequel la Dolce Vita attire énormément de personnes. Ça fait rêver l'Italie. Ça fait rêver la Dolce Vita. Et ça fait rêver aussi la gastronomie. Bon, d'ailleurs, pour ça aussi, je pense que c'est à peu près la même chose qu'en France. C'est ça, je confirme. Donc, effectivement, on essaye d'attirer davantage. Bon, vous avez parlé de la question de recrutement. Jérôme, question supplémentaire pour l'Italie. La crise, effectivement, Covid a particulièrement affecté et de façon liminaire le pays. On disait la semaine dernière dans l'émission combien le télétravail a révolutionné les pratiques parce que on était loin du compte avant la crise. Beaucoup d'entreprises voyaient ça de très loin et les dispositifs qui étaient mis en place de télétravail étaient faits de façon très laborieuse et assez peu efficace. Évidemment, la crise a tout révolutionné. Est-ce qu'on a la même chose en Italie? Est-ce que le télétravail s'est instauré, s'est installé dans les pratiques des entreprises et des salariés? Bien sûr, je vais vous répondre par des chiffres clés, parce que moi j'adore les chiffres clés. Avant la crise sanitaire, donc avant la Covid, on était à 7% des travailleurs italiens qui pratiquaient le télétravail. 7%, c'est rien. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc, et d'ailleurs, le télétravail, il était mal vu. Quand on fait le télétravail, on fait rien. Donc c'était un peu dans la mentalité italienne. Avec la pandémie, on est arrivé à 40%. Actuellement, en 2022, on est à 50% des travailleurs qui continuent à pratiquer le télétravail au moins une fois par semaine. D'accord. Alors que vous aussi, vous avez aboli les restrictions comme en France. Oui, mais ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps et je pense que c'est pour ça qu'effectivement l'Italie a atteint un niveau de 50% de personnes qui pratiquent encore le télétravail parce que les restrictions sanitaires ont été très dures jusqu'à il y a quelques semaines. Alors
ça c'est très important. Juste une petite observation, Frédéric. C'est très important. Silvia Balcells disait que certains pays recouraient à Synergie Espagne, la Belgique, la France et d'autres pour recruter des Espagnols allant travailler pour des entreprises hors Espagne. On a dit la semaine dernière que le télétravail avait permis précisément un redéploiement de certaines zones, notamment rurales, à l'intérieur du contexte français. Ça veut donc dire que si le télétravail s'est autant développé en Italie, peut-être en Espagne, et on va le voir en Suisse, eh bien qu'il y a peut-être une mobilité potentielle à imaginer, à instaurer, non plus cette fois entre régions d'un même pays, mais peut-être pays d'une même union. Jérôme, on va continuer notre tour d'Europe. Je voulais absolument parler avec Xavier Perrin, donc notre interlocuteur suisse. La Suisse, rappelons-le, ne fait pas partie de l'Union européenne, au même titre que d'autres voisins européens, comme la Norvège, comme depuis peu la Grande-Bretagne. Bon, autant le dire tout de suite, Xavier Perrin, en France, la Suisse a une image de référence sur la question de l'emploi. Et vous étiez à 3% en 2021, vous êtes descendu en avril 2022 à 2,3%. C'est quasiment une situation, les économistes le disent, de plein emploi. Oui, c'est évident. On a un marché qui est extrêmement dynamique, qui est pourtant tout petit, mais avec la présence de grandes institutions, un marché aussi très international. Et voilà, et cette fluidité, sans doute aussi permise par un code du travail voilà, beaucoup plus souple, et en tout cas une situation de plein emploi avec des difficultés, un marché qui est particulièrement tendu et qui a tendance du coup à effectivement s'internationaliser. Donc on va chercher des profils en dehors des frontières. Jérôme Laverny. Elisabetta n'est pas seulement que représentante de Disney, elle est ambassadrice de la Dolce Vita, comme elle le nommait. Pour autant, la vie est assez agréable en Suisse. Et puis là, donc, il y a des besoins de recrutement. J'ai une question pour Xavier Perrin. 2,3% de chômage, ça veut donc dire que là, les besoins de recrutement ne sont pas simplement dus à tout un tas de faisceaux comme ceux qu'on peut rencontrer en France, mais tout simplement parce que, voilà, est-ce que est-ce que des Français sont sollicités? Est-ce que vous établissez des stratégies pour aller précisément, vous aussi, comme Silvia Balcells le mentionnait tout à l'heure, aller capter des candidats en France, pourquoi pas, et dans d'autres pays? Oui, comme je le disais, déjà de par le fait qu'on a un marché très international, avec beaucoup de grandes institutions sportives ou autres, fatalement, il y a besoin d'avoir des ressources internationales. Et puis, de fait, il y a tout un pan de l'économie suisse qui fonctionne notamment grâce à la France, parce que c'est aussi un pays petit, avec des zones frontalières importantes, et il y a notamment la gestion justement de cette main-d'œuvre frontalière, dont on sait que, par exemple, l'hôpital genevois fonctionnerait difficilement sans les ressources de l'autre côté de la frontière. Donc oui, c'est nécessaire, tout en cherchant à trouver cet équilibre qui est parfois compliqué, mais effectivement, on est amené à aller chercher des profils en France, mais je dirais même partout ailleurs. Nous avons planté le décor, nous sommes allés en Suisse, en Italie, en Espagne, nous revenons dans un instant sur Sud Radio. Jérôme Laverny, le directeur général du réseau national des missions emploi, est avec nous. Nous allons décortiquer, vous avez vu, 3 situations très différentes. Parmi les thèmes, la formation, le chômage, le niveau de salaire, les problèmes de recrutement, l'interactivité entre les pays, tout ça, on en parle dans un instant. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. Nous avions même envie de rebaptiser les vraies voix qui font bouger la France, mais les vraies voix qui font bouger l'Europe, parce que le thème de ce soir, l'emploi en Europe, l'herbe est-elle plus verte? Ailleurs, on parle souvent de la situation française, mais nous avons ce soir, autour de Jérôme Laverny, le directeur général du réseau national des missions emploi, 3 invités représentant 3 pays, Xavier Perrin, DRH d'Ascor SA, filiale du Crédit Agricole et de Capgemini, c'est pour la Suisse, Silvia Balcells
Moros, directrice générale de Synergie Espagna, vous avez compris quel pays, et puis Elisabeth Marigliano, qui est italienne mais qui est basée en France en tant que responsable de la communication, des ressources humaines, des relations publiques de Disneyland Paris. Nous avons rappelé 2-3 petits chiffres. L'Union européenne, le plus mauvais élève, c'est la Grèce, 13,3% de chômage, avec une petite avance devant l'Espagne, 12,7%. La France est dans le ventre mou, 6e avec 7%. Et puis, on a les très très bons élèves qui sont en général les pays de l'Est, la République tchèque, 2,2%, et la Pologne, 2,8%. Au-dessus, on retrouve évidemment la référence allemande à 3,1% de taux de chômage. Avant de faire le tour de nos invités, cher Jérôme Laverny, on aborde des thèmes concrètement. Oui, tout à fait. Parce qu'il s'agit de regarder l'emploi chez nos voisins, vu de la balustrade et du balcon du petit contexte franco-français. Or, il y a 2 sujets qui sont particulièrement brûlants aujourd'hui, au point qu'on les présente comme les chantiers les plus importants du gouvernement et du ministre du Travail en particulier, qui sont le pouvoir d'achat d'une part et les retraites de l'autre. Et j'aimerais donc soumettre ces 2 sujets à nos invités. Commençons par le pouvoir d'achat et les salaires, notamment. Les salaires, ça ne veut strictement rien dire. On a eu des candidats qui ont promis des SMIC à telle hauteur et telle hauteur. C'est le reste à vivre qui est important. On présente les salaires suisses comme des salaires très élevés, mais est-ce que le logement est aussi élevé? Est-ce que le reste à vivre est aussi élevé? Donc, Silvia Balcells, en Espagne, est-ce que les rémunérations permettent de vivre correctement? Même question Elisabetta et même question Xavier Perrin. Et sachant pour l'Espagne, Silvia Balcells, que c'est un pays qui est organisé en régions, et donc évidemment au Pays Basque, en Catalogne, ce n'est pas la même chose qu'en Andalousie. Allez-y Silvia. Oui, ça c'est vrai, il y a de différents salaires, ça dépend un peu de la région, mais en général, on peut dire que le salaire minimum en Espagne, c'est 14 000 euros par an. C'est un salaire bas qui a augmenté des fois cette année. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que d'un côté, nous avons des talents en Espagne, mais ils partent, par exemple, l'area médicale, ils partent parce que dans les autres pays au niveau européen, les salaires et les conditions, elles sont meilleures. Alors, c'est un peu dommage pour ça parce qu'on ne peut pas retenir certains profils quand ils finissent les études universitaires. Ils veulent partir pour les conditions salariales. Alors, c'est un peu compliqué avec ces salaires minimums. Il y a plusieurs sociétés qui payent ces salaires de pouvoir vivre à l'Espagne. Et ça, c'est plus compliqué au sud. En Espagne, alors en Italie, parce qu'on a notre espèce de triangle, la France, Italie, Espagne, on va dire les pays latins. Est-ce que c'est le même constat que pour l'Espagne, chère Elisabetta Marigliano, en Italie? Alors, en Italie, le salaire est entre 1100 et 1200 euros par mois. Donc, je pense que ça revient exactement à la même chose, même situation qu'en Espagne. Le logement, puisque vous avez parlé, qu'est-ce qui reste à vivre? C'est le reste à vivre. Mais c'est très cher. Après, ça dépend aussi, on est un peu structuré comme l'Espagne, par région. Bien évidemment, moi, je viens du sud d'Italie. Donc, la partie dite est réputée un peu plus pauvre. Un peu plus pauvre et donc, du coup, plus économique, où on arrive encore à survivre. Mais je parle de survie, parce qu'avec la crise sanitaire, bien évidemment, les salaires, déjà, il y a eu beaucoup de licenciements, et puis, voilà, la situation s'est empirée. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à vivre? Pas grand-chose. Quand vous allez en Italie, moi, j'étais il y a quelques semaines, j'étais vraiment choquée de voir qu'il y a beaucoup de boutiques, mais même de certaines marques, beaucoup de restaurants qui ont fermé parce que, voilà... Et un loyer à Turin, à Milan, c'est très cher dans la partie nord, cher, évidemment. Complètement. C'est comme Paris. Ouais. Jérôme, pour poursuivre votre question, on fait notre petit tour, on va en Suisse. Alors là, ça fait rêver. Tout le monde se dit, tu vas être payé en francs suisses, tu vas être très riche. On va au restaurant en Suisse, cher Xavier Perrin. L'addition est un peu plus salée quand même. Alors, en termes de pouvoir d'achat, comme le disait Jérôme Laverny. Oui, alors on présente toujours la Suisse comme un Eldorado de ce point de vue-là. Il faut être très attentif quand on étudie la question des salaires, parce que vous avez évidemment un coût des loyers qui est extrêmement élevé. On est sur des standards parisiens, voire un peu plus selon les villes. Et puis le coût de l'assurance santé est extrêmement important. C'est compliqué d'arriver à avoir une assurance santé de qualité, et évidemment le coût de la vie est très important. Donc quand on fait des mobilités, quand on accompagne des mobilités internationales, par exemple de Français qui viennent en Suisse, il y a cet espoir
c'est vrai au départ d'avoir un très bon niveau de rémunération. Quand on commence à faire le calcul et on montre un petit peu la redescente en net, le net en poche, c'est vrai que voilà, c'est un peu plus compliqué. L'idéal, c'est j'habite. Il faut faire attention. Néanmoins, on a des niveaux de salaire qui sont élevés. L'idéal, c'est j'habite à Annecy et je vais travailler à Genève. C'est un peu ça. À vous, Jérôme Laverny. Ça fait un peu loin quand même, Annecy-Genève. Mais enfin, oui, c'est pourquoi pas. Alors, Xavier Perrin nous donne l'opportunité de la transition avec l'autre sujet. Qu'en est-il des retraites? Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce que ces débats sont très houleux? Silvia Balcells, en Espagne, qu'en est-il de l'âge de la retraite? Est-ce que comment ça se passe? Bon, c'est vrai qu'on a changé plusieurs fois l'âge de la retraite. Maintenant, c'est à 67 ans. On dit on doit, chaque fois, c'est un peu plus loin. Et c'est vrai que les salaires qu'ils s'aperçoivent, les personnes qui sont à la retraite, ne sont pas très élevés. Et ça fait un peu difficile de pouvoir prendre la retraite quand on a son âge. Et quelques personnes, il doit finir son travail plus tard pour arriver à percevoir un salaire minimum pour pouvoir vivre. Et je voulais profiter de l'expérience d'Elisabetta Marigliano, je le rappelle italienne, mais à un poste de direction de Disneyland Paris, où finalement vous faites un petit peu office de cœur du développement du travail en Europe. Où est-ce qu'il fait le plus bon vivre pour travailler finalement en Europe? Quels sont les retours que vous avez quand les Espagnols, les Allemands vous parlent? Je vous donne un exemple. Je travaille à Disneyland Paris, vous l'avez dit. Et à Disneyland Paris, on a plusieurs nationalités qui sont représentées. On en a 124. Que je vous posais la question. Voilà. Oui. Et donc, moi, je fais partie justement de ces personnes qui ont décidé de quitter la Dolce Vita pour travailler ici en France et notamment à Disneyland Paris, qui m'a donné la possibilité d'évoluer, chose que je ne pouvais pas forcément avoir en Italie. Et pourtant, j'étais hyper diplômée, j'avais plusieurs expériences, mais c'est compliqué d'avoir un CDI. En plus, en France, donc en tout cas à Disneyland Paris, vous avez la possibilité aussi de bien évoluer. Et on parle donc des différentes nationalités qui sont présentes ici ce soir dans cette émission. On a bien évidemment une population assez importante de salariés qui est représentée par les Français, suivie des Italiens. Donc c'est pas pour rien qu'il y a la deuxième nationalité parmi les salariés de Disney, la plus représentative. Vous n'êtes pas dépaysé? J'en suis absolument pas dépaysée. Suivi des Espagnols et puis bien évidemment d'autres aussi, d'autres pays. Mais est-ce que la France finalement fait rêver pour le monde du travail? Pour l'Italie, sans doute. Oui. Ouais. Sans doute. C'est déjà un pays, un très très bon pays, on mange très bien. Culturellement parlant, entre les Italiens et les Français, il n'y a pas beaucoup de différence. On dit que les Français sont des râleurs, mais en réalité c'est pas vrai. Les Italiens aussi. Et puis, voilà, on n'est absolument pas dépaysés. Xavier Perrin, qu'est-ce qui fait la spécificité du marché du travail de la Suisse? Alors, Jérôme Laverny a parlé des questions diverses de niveau de vie, mais par exemple, est-ce que la formation est au niveau? Et puis surtout, petite question provocatrice de ma part, est-ce que le fait de ne pas participer au marché de l'Union européenne vous rend plus fort? Oui, alors peut-être l'aspect formation est extrêmement important parce que la Suisse a fait un choix de mettre l'accent énormément sur l'apprentissage très très tôt. Ce qui d'ailleurs est un peu perturbant quand on vient de France parce que en fait vous avez à peu près, je vais pas dire de bêtises, mais environ 20% des étudiants suisses qui font l'équivalent du baccalauréat. Et pour le reste, ils se spécialisent très tôt. Donc en fait vous avez une main-d'œuvre déjà très expérimentée en termes d'expérience de travail, qui arrive sur le marché, qui est déjà prête et qui est déjà engagée dans une voie. Donc ça, c'est un vrai choix qu'a fait la Suisse et qui est intéressant à noter, je pense. Et sur le fait de ne pas faire partir du marché de l'Union européenne, avantage ou inconvénient? Non, je pense que je botterai en touche, c'est ni un avantage ni un inconvénient. Je pense que il y a une forme de fluidité puisque en fait, on ne vit pas vraiment quand on est en Suisse le fait d'être en dehors de l'Europe, puisque vous avez quand même des accords de libre-échange, vous avez la possibilité d'obtenir des permis de travail de manière extrêmement facilitée. Donc en fait, vu de la Suisse, on le vit pas vraiment comme ça. Grazie mille, muchas gracias. Merci, cher ami suisse. C'était